Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission dédiée aux dividendes climat. Pour ceux qui ne connaissent pas Time for the Planet, notre mission est de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique. Et pour ça, on mise sur un ingrédient clé, l'intelligence collective. Le dividende climat en est la parfaite illustration. C'est le fruit d'un travail collégial avec les meilleurs experts du monde de la décarbonation. Du coup, pour en parler, je vous propose d'accueillir ses principaux contributeurs. Et merci d'accueillir du coup César Dugast, co-responsable du pôle neutralité et du référentiel Net Zero Initiative chez Carbone 4. Bienvenue César. Merci. Également Renaud Bétain, Head of Climate chez Sweep, société dans le logiciel de pilotage de l'empreinte carbone. Bonjour. Bienvenue. Baptiste Périssin-Faber nous rejoint maintenant, directeur exécutif de l'expertise et des programmes au sein de l'ADEME, l'agence de transition écologique. Bienvenue Baptiste. Et pour finir, Mehdi Colli, cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Denis. Bonjour, merci à tous d'être là. L'émission va se dérouler en 2 temps. On va prendre le temps ensemble de décortiquer ce dividende climat, pourquoi on le fait, comment ça marche, comment il se met en œuvre. Et dans une deuxième partie de l'émission, on aura la chance d'avoir des témoignages des personnes du monde de l'entreprise, du monde bancaire, du monde des fonds d'investissement également, qui seront utilisateurs de ce dividende climat. Pour commencer, je vous propose un petit tour de table pour qu'on comprenne un peu votre rôle, votre contribution dans la genèse de cet outil dividende climat. Je commence par toi, Mehdi. Time for the Planet a été un déclencheur de ce travail-là. Est-ce que tu peux nous dire comment l'histoire a démarré ? Oui, comme souvent, ça démarre simplement d'un besoin que nous-mêmes on a constaté, parce que depuis le départ, Time for the Planet explique à tous ses investisseurs que le retour qui sera proposé ne sera pas un retour en dividende financier, puisque tous les bénéfices qui pourraient être générés par Time sont réutilisés pour réinvestir dans d'autres entreprises, mais plutôt un retour climat, qu'on appelait à l'époque le taux de retour pour la planète. Et il se trouve que quand on a cherché quel référentiel on pouvait utiliser, un référentiel mondial pour pouvoir réellement le faire et envoyer à nos investisseurs et tous nos actionnaires un indicateur clair et comparable avec d'autres de leur retour climatique, en fait on a constaté que ça n'existait pas. Et donc comme ça n'existait pas, on s'est dit il faut le créer, et pour ça on s'est tout de suite tourné immédiatement vers Carbone 4, puisque Carbone 4 développe donc le Net Zero Initiative depuis quelques années, et qu'on savait que c'était un sujet qui était aussi abordé de leur côté. C'est le cas ? C'est tout à fait le cas. Non, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur Net Zero Initiative, qui est un référentiel qu'on a pensé pour être le meilleur référentiel possible pour penser la contribution des entreprises au net zéro planétaire. Et quand Mehdi est venu nous voir avec cette idée-là, on a trouvé ça vraiment intéressant, parce que le dividende climat, c'est un objet qui remplit tout à fait son rôle d'indicateur de contribution des entreprises à la décarbonation via ses investissements. Et ce qui était important et intéressant, c'est que ce dividende climat, il était complètement distinct des autres objets, comme par exemple les crédits carbone, qui sont vraiment un objet complètement séparé. Tu en connais un rayon, je crois, Renaud. C'est vrai, César. Je bosse dessus depuis une quinzaine d'années en fait, sur les marchés du carbone et l'utilisation des crédits de compensation. Ça fait 20 ans que ça existe, ça explose littéralement, mais c'est pas suffisant. Et en fait, il y a une erreur qui devait être corrigée, qui était celle de la multiplicité des soutiens à des projets bons pour le climat en fait. Et aujourd'hui, la seule valorisation de ces soutiens-là, c'est via les crédits carbone. Mais c'est pas nécessaire, et on a des investisseurs en fait dans ces projets-là, et les dividendes climat viennent justement corriger ce manque. Et donc c'est pour ça que je suis ravi de faire partie de l'aventure. Parfait. Pour compléter, on s'est aussi rapproché des institutions, notamment l'ADEME. C'était quoi l'intérêt de l'ADEME de participer à ce groupe de travail finalement ? Côté agence de la transition écologique, nous, ce qui nous a intéressé avec ce nouvel objet, qui effectivement était nouveau dans le paysage, c'était d'obtenir une sorte de métrique crédible pour mesurer la contribution des investisseurs au changement, dans la lutte contre le changement climatique, et aussi de pouvoir, débusquer le greenwashing de ceux qui ne font pas bien et récompenser ceux qui font bien. Parfait. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une présentation vidéo du dividende climat. Une présentation intense, dense, en anglais, mais on est sympa, on vous a mis des sous-titres, et surtout on prend le temps de discuter point à point tous les aspects importants du dividende climat juste après la vidéo de présentation du dividende climat.
Many companies have set a goal of carbon neutrality. And that's the good news because it's kind of burning out there. Even if the carbon neutrality objective only makes sense on a global scale, every step forward is precious. Are you a human being? Good. We're talking to you. If you're also personally concerned by the climate emergency and you are an executive of a company, a bank, or an investment fund, then we have more good news. You have great power to act. And as you probably know, with great power comes great responsibility. The first part of these responsibilities, as you know, is to take stock of your carbon footprint. You take everything you have emitted this year in CO2 and you categorize it into the main types of emissions. From now on, your mission is to reduce everything you can reduce. But unfortunately, we know emitting zero CO2 is impossible. To understand this, let's look at the remaining emissions, the ones you absolutely can't reduce. See, these are other people's emissions. This is what we generally call Scope 3 of the carbon footprint. As long as the air conditioning you use in your offices contains powerful greenhouse gases, as long as your raw materials are extracted thanks to oil, and as long as your servers consume vast quantities of carbon-based energy, you can't go any further in your reduction process. To reach the global net zero target, we need a collective global investment to finance the innovations that radically reduce emissions and develop new carbon sinks. At the moment, investors who are financing the road to global carbon neutrality are not rewarded as they should be. But that was before climate dividends changed the game. In addition to carbon credits, which allow you to buy units of climate benefits to other parties, climate dividends allow you to become a producer of your own CO2 reductions. How? By investing in a company that reduces emissions through innovation and pays you a climate dividend every year. This dividend corresponds to a number of tons of CO2 equivalent captured or reduced. For example, the CO2 reduced thanks to a company that markets the first air conditioning without HFC gases, which are 2,800 times more harmful to the climate than CO2. Become a shareholder of this company and you will receive climate dividends every year based on the number of tons of CO2 that have been captured or reduced thanks to this system. So if you invest in several companies that reduce or capture a lot of CO2, you earn a lot of climate dividends. The total CO2 reduced or captured by each company is distributed directly to its shareholders in the form of climate dividends. If you own 1% of the shares of a company which fights climate change, you earn back one of the total CO2 not emitted or captured by that company activities each year. With climate dividends, the value of the shares you own is totally linked to the level of CO2 impact of your investments. How we use our money defines the world we want to live in. Voilà cette super vidéo de présentation du dividende climat. Maintenant, on va prendre le temps de décortiquer pas à pas pour bien comprendre chacun de ces aspects. On l'a vu dans la vidéo, c'est un outil qui va permettre de valoriser l'investissement dans des innovations. Alors, pour commencer, je me tourne vers vous, Baptiste. Pourquoi on a besoin d'agir sur l'innovation pour la transition, justement? Oui, je crois que la vidéo a bien montré l'ampleur des défis qui sont devant nous. Donc on va avoir besoin massivement d'innovation. En gros, aujourd'hui, on doit passer d'un monde où, en moyenne, en France, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2 par an. Et on doit passer à un monde où il n'y aurait plus que 2 tonnes de CO2 par an. Et pour faire cette transformation-là, on va avoir besoin d'innovation. J'invite tout le monde à faire d'ailleurs le test de son bilan carbone personnel sur le site de l'ADEME, Nos Gestes Climat. Et vous verrez que même si, au quotidien, vous essayez de faire tous les efforts possibles et imaginables pour réduire vos émissions, vous verrez que 2 tonnes, c'est très compliqué à atteindre. Et c'est même quasiment impossible parce qu'on a besoin, dans la vie de tous les jours, de nous déplacer, on a besoin de chauffer nos appartements, on a besoin de se soigner, on a besoin de s'alimenter. Et tout ça, en fait, toutes les infrastructures qu'on utilise au quotidien sont fondamentalement dépendantes d'énergies fossiles qui émettent du CO2. Très clair. Est-ce qu'on a des objets du coup sur lesquels on pourra jamais vraiment dont on peut jamais se passer finalement? Et donc l'innovation, c'est pour travailler sur cela, c'est ça? Oui, parce que évidemment, là, tous les objets qui nous entourent dans le quotidien ont été fabriqués, ont demandé dans le processus de fabrication de l'énergie à un moment donné. Dans les usines, il y a besoin de chaleur, il y a besoin de systèmes de refroidissement, ça consomme de l'énergie. Pour se déplacer, il y a besoin de carburant. Donc aujourd'hui, on voit que tous les objets du quotidien, même si on essaye d'être le plus sobre possible, eh bien, ont demandé à un moment donné, dans leur
production de l'énergie et donc des consommations et donc des émissions de CO2. Très clair. Du coup, on a ce côté de sobriété. Le dernier rapport du GIEC est sorti. On parle de sobriété, c'est un élément clé, mais pas suffisant de ce que vous dites. L'ADEME a travaillé aussi sur des scénarios pour illustrer peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur le mix finalement qu'il faut viser entre de la sobriété, l'innovation. Est-ce qu'on a une idée de vers quoi il faut tendre? Oui, on a publié à l'ADEME à la fin de l'année dernière un énorme travail de prospective qui a mobilisé tous les experts de l'ADEME, mais aussi beaucoup de parties prenantes qui ont pu challenger en fait notre expertise. Et on a essayé de tracer 4 chemins vers la neutralité carbone. Donc ce sont nos 4 scénarios de neutralité carbone qui reflètent en fait 4, je dirais, choix de société où on se rend compte qu'il y a à la fois un mix entre des paris sur l'évolution des comportements de la population et des paris technologiques. Donc nos 2 premiers scénarios misent beaucoup sur la sobriété, donc des changements de comportement assez profonds, tandis que les 2 autres scénarios misent plutôt sur des technologies, alors des technologies vertes ou alors des technologies pour aller réparer finalement le dégât de nos modes de vie. Mais donc le résultat principal de ces 4 scénarios de prospective, c'est qu'à la fois il faut protéger le vivant, parce qu'en fait, la biomasse va être clé dans l'atteinte de notre neutralité carbone, parce qu'on en a besoin pour manger, on en a besoin pour se nourrir, on en a besoin pour fabriquer des matériaux. Et puis, il faut transformer nos comportements, la sobriété, et à la fois innover massivement. Et ce cocktail, finalement, de solutions, c'est très aligné avec les messages du dernier rapport du GIEC que vous mentionnez. Très clair. César, côté Carbone 4, c'est des sujets que vous avez justement étudiés, chiffrés même un petit peu pour comprendre comment on fait sa part finalement. Est-ce que, de ton point de vue, tu peux compléter? Ouais, ça fait tout à fait écho à ce que vient de dire Baptiste sur la nécessité, en fait, pour atteindre l'accord de Paris et les objectifs aussi de la France en matière de climat, de passer d'une empreinte carbone moyenne de 11 tonnes de CO2 équivalent par an et par personne à 2. Et ce qu'on a montré, donc là je prends une deuxième casquette, c'est en tant que co-auteur de faire sa part, donc une publication qu'on a faite en 2019 avec une collègue qui s'appelle Alexia Soyeux. On a montré qu'en ordre de grandeur, ce qu'on pouvait attendre des éco-gestes ou des changements de comportement du quotidien en termes de réduction de l'empreinte carbone personnelle, c'était de l'ordre de 20 à 45% de réduction, ce qui n'était, hélas, pas assez pour atteindre les 2 tonnes. Parce que passer à 2 tonnes, c'est moins 80% qu'il faut faire. Ce que ça montre, c'est qu'on est toutes et tous hyper contraints, qu'on le veuille ou non, hyper dépendants d'un environnement qu'on appelle socio-technique, en gros des machines, des infrastructures, très très gourmandes et dépendantes en énergie fossile. Exemple, si moi je décide vous aviez une image de bus tout à l'heure, si je décide de troquer ma voiture pour un trajet en bus, c'est super bien, mais moi je décide pas, moi en tant qu'individu, si le bus il fonctionne au diesel, au biométhane ou en électrique, quoi. Donc on voit qu'on est obligé, en tant que société, d'investir massivement dans la transformation de ce système-là socio-technique et de décarboner massivement, tout en augmentant l'efficacité énergétique des équipements et bien sûr en mettant une énorme couche de sobriété là-dessus. Et donc, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'entreprise et en tant que pouvoir public, on est nécessairement, vraiment, c'est les calculs qui le montrent, on doit nécessairement investir pour décarboner toute l'infrastructure qui nous entoure. Très clair. Pour illustrer ça, peut-être Mehdi, en termes d'innovation, est-ce que tu peux nous donner un ou 2 exemples qu'on a vus chez Time for the Planet qui pourraient justement servir et qu'on a sélectionné pour impacter cette transition? Oui, déjà, on insiste énormément sur le fait que pour atteindre les 2 tonnes, il faut quand même faire des efforts énormes individuels. On n'a pas besoin forcément d'une deuxième voiture, on peut s'organiser pour ne pas en avoir une. On n'a pas besoin de changer de smartphone pour avoir les toutes dernières technologies. Par contre, on a besoin d'un lit. Je pense que pour motiver tout le monde à la lutte contre le changement climatique, imaginez un monde sans lit, c'est quand même compliqué. Donc clairement, il faut qu'on se bouge pour ça. Alors, l'illustration pour la décarbonation, c'est que là, on a ces 3 autres exemples. Donc, on a les transports, la fabrication de batteries pour des vélos électriques, et puis tout le matériel électronique que vous voyez dans les salles d'opération. En fait, tous ces éléments-là ont nécessité, par exemple, du transport de matériel par la mer, tout simplement, parce qu'il y a des éléments qu'on peut produire sur place, mais il y en a quand même beaucoup qu'on ne peut pas produire sur place. Alors, comme ces bateaux vont devoir de toute façon traverser l'océan, c'est intéressant de faire en sorte qu'ils consomment moins. Donc une des innovations dans lesquelles Time for the Planet a investi, c'est une innovation qui permet la traction
des bateaux de la marine marchande par des kites. Et ça permet des réductions de CO2 de 20 à 30%, voire plus, sur chaque trajet. Et donc, comme la marine marchande, c'est 2% des émissions de CO2 mondiales, eh bien, la généralisation de cette simple innovation, parce que finalement, il n'y en a qu'une et qui utilise un système qui est quand même connu depuis très longtemps, eh bien, cette simple innovation-là peut avoir des effets sur les réductions de CO2 qui sont énormes. Et c'est vraiment ça l'enjeu du dividende climat, c'est de trouver la meilleure façon d'aller inciter à financer ce genre d'innovation et surtout de savoir exactement le résultat qu'on a eu lorsqu'on a fait cet investissement. Parce que c'est bien beau de dire on va avoir des résultats, mais encore faut-il pouvoir le mesurer et le prouver. Très clair. Je pense qu'on comprend mieux du coup pourquoi on parle d'innovation et d'investissement dans l'innovation. Mais maintenant, je vais me tourner vers vous, Renaud. Le marché du carbone, justement, il existe, il est déjà là, il est en place et il sert à ça, non? Ou pourquoi ça ne répond pas aujourd'hui à ce besoin-là? En fait, ce que disait Mehdi sur le manque d'un référentiel de mesure de l'impact climat, du bénéfice climat en fait, de certains projets, il existe depuis une vingtaine d'années, c'est celui de la compensation carbone, qui s'appuie sur des méthodologies sectorielles qui permettent de dire oui, grâce à l'achat des crédits carbone, j'ai aidé à réduire les émissions sur ce projet-là. Donc, le premier point pour bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs prix du carbone et façons de soutenir des projets. Okay. Tu peux nous décrire rapidement, parce que du coup, tout le monde ne connaît pas ce monde-là. Il y a 3 façons de donner un prix au carbone. Le premier, c'est une taxe carbone. Chez nous, c'est la contribution climat-énergie, d'accord, qui est autour de 45 €. On la retrouve à plus de 120 € dans les pays du nord de l'Europe. Donc ça, c'est un impôt, en fait, c'est une fiscalité, d'accord, qui est prise, qui est décidée unilatéralement par les pays. Le deuxième prix du carbone, c'est celui des marchés du carbone avec des droits à émettre du CO2. En Europe, 50% des émissions issues de l'industrie intensive en carbone, ces émissions sont plafonnées. Ce plafond baisse de 2,2% par an. Et on échange un droit à émettre du CO2. Là, on retrouve une tonne aujourd'hui à 70 €. Qui fait les crédits carbone. Ça, c'est des quotas d'émissions de CO2. D'accord ? Le troisième prix explicite du carbone, c'est le prix interne à l'entreprise. Une entreprise se fixe un prix, une taxe interne. Voilà. En fait, le crédit carbone, c'est un coproduit d'une activité bonne pour le climat. Et avant, ce que vient corriger le dividende climat, c'est qu'un projet qui coûtait 1 million d'euros, comme les kites, si vous voulez, il y avait des financements issus de la vente des kites, des financements issus d'investisseurs qui croyaient dans cette solution et des financements qui venaient de la vente des crédits carbone pour cofinancer ce projet-là. Le problème, jusque-là, c'était que les investisseurs qui soutenaient ce projet-là n'étaient pas récompensés, en fait. Et donc, si vous voulez, il n'y avait que les crédits carbone qui sont nécessaires, mais les investisseurs commencent à être aujourd'hui récompensés par le choix d'investir au bon endroit. Pour ajouter à ce que dit Renaud, quand il parle de récompense pour l'investisseur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs, de plus en plus, qui souhaitent investir pour le climat, en fait. Et il y a même des fonds spécialisés maintenant là-dedans, on en verra un tout à l'heure. Mais la difficulté qu'ils ont, c'est que comme les fonds sont constitués d'autres investisseurs, c'est-à-dire qu'en gros, un fonds d'investissement, ça va être plein de gens qui mettent de l'argent dedans pour ensuite réinvestir, ils ont un devoir de dire à ceux qui ont mis de l'argent initialement dans le fonds d'investissement quel a été le retour. Parce que c'est ça qu'ils ont proposé, ils ont dit on va agir pour le climat. Et en fait, la difficulté, c'est que la seule façon d'avoir un retour certifié, c'est-à-dire on est certain qu'il y a eu des tonnes de CO2 qui ont vraiment été faites avec une méthodologie, ça a été vérifié, c'était d'acheter des crédits carbone. Donc on se retrouvait dans une situation où l'investisseur met de l'argent en capital dans une société pour que pendant des années, elle puisse produire des réductions de CO2. Mais pour avoir un vrai retour climat certifié, la seule façon, ce serait d'aller en plus acheter les crédits carbone édités par cette société. Et donc ça veut dire qu'en gros, il faut payer 2 fois. Donc le but du dividende climat, c'est de faire en sorte qu'au lieu d'avoir besoin de faire ces 2 paiements, entre guillemets, eh bien, je peux avoir des investisseurs qui mettent de l'argent pour que ça marche sur le long terme, et eux, ils récupèrent des dividendes climat qui est juste l'indicateur de la réalité des baisses de CO2 de toute l'année, tous les ans. Et le crédit carbone, c'est le modèle économique qui permet de faire fonctionner cette activité. Et donc de cette façon-là, on est certain que quand les investisseurs mettent de l'argent, ils sauront quelle a été la réalité de leurs investissements. Et donc, on pourra avoir une carte des meilleurs investisseurs, quoi, globalement. Okay. Ça change tout. C'est important d'avoir en tête que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se passer des crédits carbone. Les crédits carbone, c'est une unité d'impact qui se vend, qui est cessible
et qui finance le développement bas carbone, l'accès à l'énergie dans les pays du Sud qui en ont le plus besoin aujourd'hui, l'accélération vers la transition bas carbone ici. Donc on en a besoin en fait, mais tout le monde n'est pas en mesure ou n'a pas envie d'acheter des crédits carbone et certains ont envie d'investir. Ouais. Et c'est complémentaire aussi parce que c'est deux natures différentes. C'est-à-dire le crédit carbone, c'est on va dire un certificat que un investissement ou un financement est additionnel, c'est-à-dire à vraiment déclencher une réduction d'émissions ou un évitement ou une séquestration. Le dividende climat, c'est une information extra-financière qui n'a absolument pas pour but de dire c'est l'entreprise qui directement via cet investissement-là a déclenché cet évitement ou cette séquestration. Néanmoins, c'est extrêmement important pour elle de dire j'ai quand même mis mon capital dans une entreprise qui évite ou séquestre. Donc c'est vraiment là qu'on voit que le dividende climat et le crédit carbone sont des objets vraiment complémentaires qui doivent exister en parallèle. Et on parle de financement. Le dernier volet du dernier rapport du GIEC nous dit qu'il faut préserver, qu'il faut renoncer à des usines thermiques au charbon, préserver le stock existant, retirer du carbone de l'atmosphère, c'est-à-dire développer les puits de carbone, et financer ces trois actions. Là-dessus, du coup, pour compléter avec le point de vue de l'ADEME, parce que financer la transition, ça fait partie de la mission. C'est quoi le regard de l'ADEME par rapport à cet encouragement aux investissements sur les produits de la décarbonation? Oui, aujourd'hui, nous, à l'ADEME, notre métier, c'est un peu d'être l'étincelle pour déclencher les investissements. Donc nous, on fournit des subventions à la R&D, à l'innovation, au déploiement des solutions bas carbone. Et ces subventions publiques, elles sont là pour dérisquer les projets et faire en sorte que des acteurs privés viennent compléter avec leur financement le tour de table. Et c'est vrai que finalement, la promesse un peu du dividende climat, c'est d'envoyer un signal aux investisseurs que ce qu'ils ont fait ont de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, les investissements ne se font pas spontanément. C'est pour ça qu'on a besoin d'argent public. Mais à terme, si finalement le signal est suffisant, cette information extra-financière dont parlait César contribue à augmenter la valeur des entreprises dans lesquelles on a investi, alors les financiers s'y retrouveront et peut-être qu'un jour on n'aura plus besoin des subventions de l'ADEME et on sera très content. Donc c'est un accélérateur finalement qui vient aussi en complément du travail de l'ADEME, quoi. Exactement. Parfait. Je pense que c'est beaucoup plus clair. Merci pour ces explications-là. Maintenant, on va s'intéresser peut-être aux produits. Vous en parliez, c'est une information extra-financière. Mehdi, est-ce que tu peux nous dire, en gros, quand on dit un dividende climat, c'est quoi ? Alors déjà, un dividende climat, c'est une tonne de CO2 qui a été réduite ou captée quelque part. Alors, en fait, il y a trois types de réduction-captation. Donc la première chose, la captation, c'est le plus connu, en fait. C'est qu'il y a du CO2 qui, tous les jours, est émis dans l'atmosphère. Et en fait, il est possible de capter ce CO2. Il y a quelque chose qui le fait tout naturellement, c'est les arbres. Les arbres séquestrent le CO2 pendant leur durée de vie. Et donc le fait d'aller planter une forêt, par exemple, va permettre de capter du CO2. En fait, il y a plein d'autres mécanismes maintenant pour capter du CO2, mais ça, c'en est un. Donc ça, c'est le premier type d'élément qui va être éligible au dividende climat. Okay. Donc si je plante une forêt et que cette forêt capture 1000 tonnes de CO2 cette année, j'aurai 1000 dividendes climat. Ensuite, il y a la réduction. Alors, la réduction, pour vous l'expliquer, je vais donner un exemple, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, encore une innovation dans laquelle Time a investi, qui s'appelle Leviathan Dynamics. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans quasiment tout ce qui est autour de nous, là, sur ce plateau, comme il y a du plastique, eh bien, le plastique nécessite un processus de refroidissement. Ce bâtiment a certainement des systèmes de climatisation quelque part. Donc, en fait, partout autour de nous, il y a du refroidissement. Et à chaque fois qu'il y a refroidissement, pour le moment, il y a des gaz HFC qui sont 1500 fois pires que le CO2 qui sont émis, quoi qu'il arrive. Et ça représente, là encore, 2% des émissions de CO2 mondiales. Juste les gaz HFC pour le refroidissement. Eh bien, si la climatisation qui est présente ici, on la remplaçait par la climatisation Leviathan Dynamics qui, elle, fonctionne sans gaz HFC, mais le remplace par de l'eau en circuit fermé, eh bien, sur une année, vu que les gaz HFC qui auraient dû être produits ne sont plus produits, on aura une réduction nette et certaine des émissions de CO2. La troisième catégorie, ce sont les moindres émissions. C'est la même chose, sauf qu'on parle d'une nouvelle installation. Donc ce serait dans le cas où on construirait un nouveau bâtiment et que ce nouveau bâtiment aurait lui besoin aussi d'être refroidi et qu'on y plaçait Leviathan Dynamics, ce qui veut dire qu'en fait, on aurait dû émettre des émissions, mais en fait, on ne l'a pas fait. Ce sera trois catégories vraiment distinctes. Et donc, quand on émet des dividendes climat, on est obligé
de dire quelle part vient dans chacune de ces catégories. Très clair. Donc la différence, c'est le remplacement ou non-remplacement par rapport aux deux catégories. J'en profite, on parle de gaz HFC, on parle beaucoup de CO2, on le dit de manière vulgarisée, mais évidemment, on s'intéresse à des CO2 équivalents, on s'intéresse à l'ensemble des gaz à effet de serre, et j'imagine que le dividende climat prend en considération l'ensemble des gaz à effet de serre. Je ne dis pas de bêtises. Tout ce qui réchauffe. Maintenant qu'on comprend ça, est-ce que si on poursuit un petit peu la démonstration sur Léviathan, par exemple, de Dynamics, concrètement, il y a cette réduction ou ce type de réduction, c'est quoi le travail pour en sortir des dividendes climat? Comment ça se passe par rapport aux tonnes évitées? Comment on génère des dividendes climat pour les investisseurs? Là, tout l'enjeu, c'est qu'on ait un travail vraiment sérieux pour que la donnée qui soit émise soit réelle. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va calculer le nombre de tonnes réduites. Donc ça, il y a une méthodologie, on pourra y revenir après. Une fois qu'on a ce total de CO2, on va le distribuer aux actionnaires. Et là, ça fonctionne exactement comme le dividende financier. Si vous avez 10% des actions d'une société qui a généré 1000 dividendes climat, enfin 1000 tonnes de CO2 réduites, et que vous arrivez à la fin de l'année et que c'est l'heure de la distribution des dividendes climat, eh bien, vous allez récupérer 10% des dividendes climat, donc 100 dividendes climat. Moi, je souscris totalement à ce qui est dit là sur la distinction en fait, des trois types réduction, évitement, séquestration. Et on voit bien que le nerf de la guerre, pour être capable de distribuer des dividendes climat un peu robustes, ambitieux, etc., c'est de se baquer sur des méthodologies super robustes. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est un océan bleu, en fait, ce sujet. C'est vraiment quelque chose qui est tout juste en train d'être défriché. Et c'est notamment donc, ce qu'on fait ensemble d'ailleurs dans Net Zero Initiative sur en fait, la théorisation des émissions évitées et la théorisation des émissions séquestrées, des émissions négatives. Et donc, c'est notamment un travail qu'on va sortir aussi en juin prochain. On va, dans la 3e saison de Net Zero Initiative, sortir un rapport qui va expliquer par le menu comment on calcule exactement des émissions évitées avec les différents types, etc. Donc rendez-vous en juin ensemble. Est-ce que peut-être vous pouvez nous décrire un peu plus là, comment justement ce Net Zero Initiative aide les entreprises à aller vers le Net Zero planétaire finalement? Peut-être refaire un peu de recul ou de rappel sur cette vision-là de contribution ou des moyens d'action pour les entreprises. Tu voulais intervenir juste avant? Non, justement. Tu vas très bien. Merci beaucoup. Non, mais je pense que c'est important de vraiment replanter le décor sur, finalement, d'où parle-t-on? En fait, quand on parle de neutralité, quand on parle de CO2, quand on parle de crédit carbone, c'est là que on va raconter une petite histoire, parce que je pense que pour planter le décor, c'est nécessaire. En fait, on part du principe que l'objectif collectif, c'est d'atteindre le net zéro planétaire. C'est finalement le fondement le plus robuste qu'on puisse trouver, puisque c'est la définition qu'en donne la science. C'est-à-dire, la seule manière que de définir de manière scientifique le net zéro, c'est à l'échelle planétaire. Pour bien le comprendre, c'est comme si l'atmosphère c'est une baignoire, vous avez un robinet d'émissions grand ouvert qu'il s'agit de fermer le plus possible, passer de 35 milliards de tonnes de CO2 actuels à peu près 10, 6 en 2050, et en parallèle d'augmenter la taille du siphon qui, justement, dont tu parlais, les arbres, les sols, mais aussi, pourquoi pas, des éventuelles technologies d'émissions négatives, permettent de sortir de l'atmosphère. Et la vraie question à se poser, quand on est une entreprise, c'est pas forcément comment moi je fais pour être net zéro ou neutre, qui est finalement une manière de voir les choses qui peut avoir des limites, comme l'a montré 2 avis successifs de l'ADEME en 2021 et 2022 sur la neutralité, mais c'est plutôt de se demander comment moi, en tant qu'entreprise, je peux contribuer au juste niveau à l'atteinte de ce net zéro planétaire. Et le référentiel Net Zero Initiative, il est vraiment construit sur cette idée-là. Et nous, ce qu'on préconise, on pense qu'il y a 3 manières différentes et complémentaires d'agir quand on est une entreprise, une organisation. C'est de réduire sa propre empreinte, qui est en fait la manière dont on agit depuis une quinzaine d'années, quand on parle de stratégie climat des organisations. C'est-à-dire se fixer des trajectoires de réduction et d'essayer de faire en sorte d'agir tous les ans pour coller à cette trajectoire. Mais là où on apporte une nouveauté, c'est qu'on dit il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme le disait Renaud tout à l'heure, aider les autres à réduire pour contribuer à la réduction globale collective des émissions, fermer collectivement le robinet. Et il y a aussi contribuer à augmenter la taille des puits de carbone planétaires. Et c'est là que, en fait, les dividendes climat s'insèrent. C'est notamment dans le pilier B et le pilier C. Parce que quand on est une entreprise,
Donc on a bien sûr la réduction du scope 1, 2, 3, mais on a aussi, pour aider les autres à réduire, historiquement on avait dans Net Zero Initiative 2 manières. Soit je commercialise des produits et services qui évitent des émissions, qui génèrent des émissions évitées, soit j'achète des crédits carbone qui vont déclencher des évitements d'émissions en dehors de ma chaîne de valeur. Et l'idée du dividende climat, c'est d'ajouter un 3e animal dans ce bestiaire qui est une information de combien j'évite ou je séquestre via mes investissements dans des entreprises tierces. Et ce qu'on est en train de faire dans Net Zero Initiative, c'est de donner sa place au dividende climat dans la matrice Net Zero Initiative, de manière à ce que demain, il y ait plus 2, mais 3 objets différents de contribution à la réduction des autres. Donc le net zéro est en train de s'adapter pour intégrer le dividende climat du coup dans sa matrice. En fait, c'est super intéressant parce que quand on calcule son empreinte carbone, son scope 3, on a un poste d'émissions qui s'appelle les émissions liées aux investissements. Donc en fait, déjà, depuis 10 ans, quand une entreprise investit dans une autre entreprise, elle est obligée de reporter les émissions de cette entreprise au prorata du capital. Donc c'est en fait une manière de dire, je gonfle mon empreinte carbone parce que je mets des billes. Qu'est-ce que change le dividende climat? Donc ça veut dire concrètement, j'ai 10% de Total, je prends 10% des émissions induites par Total. Et il n'y avait pas l'équivalent sur la partie positive. C'est-à-dire, j'investis dans telle entreprise qui émet, mais peut-être qu'aussi cette entreprise va éviter des émissions ou séquestrer des émissions. Et c'est là qu'on ajoute en fait une ligne supplémentaire dans le référentiel NZI pour donner sa place à cette information-là qui nous semble essentielle, comme l'a dit Baptiste, pour ne serait-ce que mettre un petit drapeau sur les investissements qui ont du sens vis-à-vis du climat. En fait, ce qui est en train de se passer, et les dividendes climat sont l'expression, l'illustration de ce changement de paradigme. C'est que le mot contribution, c'est pas simplement un glissement sémantique de la compensation vers, c'est-à-dire l'achat de crédit carbone vers la contribution. En fait, la contribution, c'est la contribution financière à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone collectif. Et ça prend plusieurs formes. Ça prend la forme d'un investissement dans son propre process de production, donc investissement à la source pour réduire ses émissions, c'est le pilier 1. C'est le financement de la vente de produits, le kite de tout à l'heure, en fait, celui-ci évite des émissions. Et le financement, c'est les dividendes climat, évidemment, mais l'achat de crédit carbone, c'est avant tout le financement de projets, qui prend la forme d'une unité de CO2, mais je pense que c'est très important d'avoir en tête que ce qui compte, c'est le financement, et je rappelle les 100 milliards de dollars par an pour lesquels on a signé sur les dernières COP, de mitigation, de réduction des émissions et d'adaptation au changement climatique. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut atteindre collectivement, c'est ces financements, en fait. Très clair. On en est loin encore. Les 100 milliards ne sont pas versés, ils sont annoncés. Mais... On parle justement du glissement sémantique entre compensation et contribution. D'un point de vue extérieur, on peut se dire, tiens, c'est une belle manipulation marketing. Mais donc là, on est en train de montrer que justement, ce n'est pas le cas. Côté ADEME et institutions, comment on peut s'assurer qu'on n'est pas en train de parler d'un outil de greenwashing ? Je pense que mentir, c'est jamais une bonne stratégie. Donc si c'est du greenwashing, le retour de bâton va être féroce pour les investisseurs sur leur réputation. Donc nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment on utilise ces dividendes climat pour, comme je disais au tout début, dépister le greenwashing. Et donc il faut être très clair sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec le dividende climat. Donc ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'utiliser pour, réduire son bilan carbone, soustraire à ses émissions. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est l'additionner à des crédits carbone dont a parlé Renaud. Et c'est pour ça, nous, ce qui nous a intéressés à l'ADEME, c'est de mettre notre nez dans la méthodologie pour s'assurer qu'elle était bien robuste, qu'il y avait un protocole sérieux. Et je pense que le résultat est tout à fait satisfaisant. Protocole qu'on trouve, tu me dis si j'ai des bêtises, Mehdi, mais en ligne sur le site de Time for the Planet. Sur le site des dividendes climat, donc climate-dividends.com, où effectivement vous pouvez télécharger le protocole et du coup vous assurer de tous les éléments méthodologiques qui sont précis. Alors pour l'instant, il n'existe qu'en anglais malheureusement, mais vous pouvez utiliser Google Traduction pour pouvoir le lire en français si vous le souhaitez. Si on continue sur ce procédé, cette méthodologie, on comprend pour que ça fasse un garde-fou et que ce soit très, très costaud, robuste et anti-greenwashing. Opérationnellement, ça se traduit comment, Mehdi ? Une entreprise, elle fait quoi ? Qui fait quoi ? Oui, alors c'est vraiment très important d'expliquer
quel est le rôle du dividende climat. Actuellement, lorsqu'on achète des crédits carbone, on peut les utiliser pour compenser son bilan carbone. Donc ça veut dire que concrètement, on va faire une soustraction. J'ai émis tant et j'ai acheté tant de crédits carbone. Donc au final, je baisse mon bilan carbone. Alors ça, ce n'est pas la logique choisie pour les dividendes climat pour une raison essentielle, qui est que le dividende climat n'est pas un objet lié à vouloir compenser quelque chose, c'est un objet qui a pour unique objectif de mesurer la contribution positive que j'ai obtenue grâce à un investissement en capital dans une entreprise. C'est tout. Avant, on ne pouvait le faire qu'en décidant soi-même d'aller choisir une méthodologie et d'aller compter, et puis à la fin, on donnait une information qui était reconnue par personne d'autre. Tout à l'heure, tu posais la question de est-ce que c'est beaucoup 1000 tonnes de CO2 ? En fait, on n'en sait rien, puisqu'en fait, ce n'est pas possible de trouver l'information de qu'est-ce que les autres ont obtenu avec le même investissement. Aujourd'hui, vous voulez savoir combien d'argent a gagné un investisseur en prenant 10% du capital de telle entreprise, vous pouvez le savoir. Même dans beaucoup de cas, c'est même public. Là, actuellement, vous ne pouvez pas savoir que tant d'argent a permis tant de réduction de CO2. Donc, le grand sujet, c'est de rendre ça comparable. Et c'est ça qui donnera de la valeur et qui pourrait même augmenter la valeur même d'une entreprise elle-même parce qu'elle génère beaucoup de dividendes climat. Et là je parle de valeur financière, c'est que si on est capable de prouver de façon incontestable et comparable que cette entreprise-là, à chaque fois qu'on met de l'argent dedans, elle réduit les émissions de CO2 à grande échelle, et là on parle de la contribution mondiale, eh bien les investisseurs voudront avoir des actions de cette entreprise-là, parce que tous les ans, ils récupéreront du dividende climat qui montre leur contribution. C'est ça l'objet. Le jour où on arrive à faire en sorte que, en mettant de l'argent dans une entreprise, on contribue à faire baisser les émissions de CO2 mondiales de façon certaine, on a quand même passé un cap énorme dans les objectifs de transition. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arriver jusqu'à ce dividende climat ? Parce qu'il y a une méthodologie. Donc la première chose, c'est qu'on va faire une analyse de cycle de vie. Alors il y a beaucoup de mots compliqués dans le monde du carbone. Vous avez entendu les scopes 1, les scopes 2, les scopes 3. Si vous n'avez pas tout compris à tout ça, ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin de connaître l'ensemble des éléments. On a aussi, je crois qu'on a entendu SBTI. Bon voilà. Donc pas d'inquiétude s'il y a des mots que vous n'avez pas compris. C'est pas du tout fondamental pour comprendre le principe du dividende climat. Donc une analyse de cycle de vie, c'est tout simple. C'est tout à l'heure on prenait l'exemple de la climatisation. Donc c'est une machine qui va faire du froid mais sans gaz HFC. Mais pour faire cette machine, il a fallu quand même émettre un peu de CO2 parce qu'il a fallu récupérer du métal, tout ce qui faire un peu de transport, etc. Donc déjà, quand on a construit cette machine, on a quand même émis du CO2. Donc quand on veut dire combien cette machine a permis de réduire, on est obligé de faire combien elle a économisé de CO2 moins combien elle a émis. Et évidemment, nous, notre rôle d'investisseur, c'est d'être sûr que là, il y a vraiment un gros gain. Et c'est le cas. Donc, la cycle de vie, on prend la production, l'usage, et puis même la fin de vie. Tout à fait. Parce que, effectivement, qu'est-ce qui se passe une fois que la machine, on ne peut plus l'utiliser, il y a encore un coût. Donc, une fois qu'on a ce chiffre sur la réduction. Donc, une fois qu'on a ça, on est capable, du coup, de savoir quelles sont les émissions réduites réellement chaque année. Il faut savoir que ça, c'est une étape qui nécessite du travail. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on détermine en une minute. Je vous donne juste un exemple. C'est que la machine, selon où est-ce que vous allez la mettre, si vous la mettez en France, où on est alimenté majoritairement au nucléaire, ou si vous la mettez en Chine, où là, il y a beaucoup d'énergie carbonée, évidemment, vous n'allez pas arriver à la même chose. Donc, en fait, il y a aussi un aspect géographique. Donc ça, c'est tout expliqué dans le protocole. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous, l'entreprise, vous allez dire, voilà mon cycle de vie, voilà ce que j'ai vendu, donc voilà les émissions de CO2 que j'ai réduites. Ça, c'est votre déclaration, mais on ne va pas vous croire sur parole. Il va falloir que vous demandiez à un cabinet indépendant, donc il y en a certains qui sont très connus, les Big Four, les EY, KPMG, etc. Vous leur demandez de certifier, donc ils vont venir vérifier ce que vous avez fait comme travail. Et là, vous avez intérêt à être sérieux, parce que sinon, vous n'aurez pas de certification. Et donc, les dividendes climat que vous prétendez avoir, en fait, vous ne les obtiendrez pas. Et d'ailleurs, la plateforme qui va être construite, qui est une plateforme web toute simple, nécessite une totale transparence. C'est-à-dire que vous devez
à la fois déposer les documents, mais aussi obtenir réellement la validation par le compte de votre certificateur. Donc, Tu parles de plateforme, c'est là où on donne les informations pour avoir le calcul de ces dividendes climat. Oui, c'est ça, il faut imaginer, c'est comme les sites internet qu'on peut pratiquer dans la vie courante, hein, sauf qu'au lieu d'ajouter des produits au panier, bah, vous allez créer un compte et vous allez dire, voilà, je suis telle entreprise, j'ai tant d'émissions de CO2 que je déclare, j'ai telle société qui certifie qu'effectivement c'était bon, et à ce moment-là, hop, je reçois sur mon compte dividende climat, hein, c'est un peu comme un compte en banque, sauf qu'au lieu d'avoir de l'argent, j'ai des tonnes de CO2. Eh ben, merci beaucoup pour cette explication. On a fait quand même un tour globalement complet. J'aimerais vous remercier tous pour le temps de présentation et puis le temps de la contribution. Réellement, nous, Time for the Planet, on aime bien l'action. C'est bien beau de parler, mais c'est d'agir et c'est ce que on a fait, ce que vous avez fait tous ensemble pour arriver à cette étape-là. Il y a encore du boulot de construction, de travail sur le dividende climat, mais en tout cas, c'est bien lancé. Est-ce que l'un de vous, un dernier mot avant de passer? Je sens que Renaud. Bon, volontiers. Non, c'est très inspirant. Ce qui est inspirant, c'est que on demande aujourd'hui aux acteurs qui ont l'argent d'investir au bon endroit, en fait. Et le bilan carbone, tel qu'il est pratiqué depuis 20 ans, nous donne une image négative de ce que fait l'entreprise. Et l'entreprise, il y a des entreprises qui nous écoutent, les entreprises doivent montrer ce qu'elles font de bon pour le climat, en fait. Et ça doit nous inspirer parce que demain, une stratégie de contribution positive à la lutte contre le changement climatique, elle prend plusieurs formes. Et donc, on arrive sur une nouvelle génération où le financement doit devenir l'indicateur numéro 1 de la performance positive de son action pour le climat. Environnemental. Soyons positifs. Encore merci à tous. On va se retrouver dans une deuxième partie avec des témoignages, donc côté entreprise, fonds d'investissement, ou également banque sur l'usage, l'utilisation. Comment eux regardent ce dividende climat qu'on a imaginé ensemble. Avant ça, une petite pause pour illustrer les innovations dont on a parlé dans cette première partie. Et donc, petite vidéo de présentation des 3 premières innovations qui ont été financées par Time for the Planet. A tout de suite. Gases are 1, 2, 8, 10, 12,000 times more powerful than CO2. Si on parle de la répartition des gaz à effet de serre, la dernière partie qui représente 2%, c'est les gaz fluorés. C'est l'équivalent du secteur de l'aviation. Nous, ce qu'on a inventé, c'est vraiment la partie maîtresse d'un système de climatisation qui fonctionnerait à l'eau comme réfrigérant, c'est-à-dire le compresseur de réfrigération. C'est en forçant l'évaporation de l'eau qu'on produit du froid. Et pour pouvoir forcer cette évaporation, on utilise un compresseur mécanique. Le terminal de climatisation va refroidir la pièce, mais en faisant ça, l'eau, elle, va se réchauffer. Elle va avoir tendance à vouloir s'évaporer. Et en s'évaporant, on produit du froid. L'eau, en fait, c'est le réfrigérant le plus naturel, donc derrière, il y a 0 impact environnemental pour produire ce réfrigérant, contrairement à tout ce qui est gaz fluoré, hein, qui consomme énormément de produits chimiques. Nous, notre ambition chez Leviathan Dynamics, c'est de passer à l'échelle mondiale de ces HFO ou des HFC vers du H2O, qui est tout simplement l'eau. Il faut que les émissions de dioxyde de carbone, premier gaz à effet de serre que nous ajoutons dans l'atmosphère, aillent vers le net zéro émission, le plus vite possible. Il y a des secteurs qui sont très difficiles à décarboner, les transports par exemple. Donc il y aura besoin à un moment donné d'enlever du CO2 de l'atmosphère pour compenser des émissions résiduelles. Volcanic minerals have been naturally removing CO2 from the atmosphere on this planet for billions of years. What we do is we accelerate this natural process by taking a volcanic mineral called olivine, grinding it down to make carbon-removing sand, and then spreading that sand in the ocean, in coastal waters. It reduces ocean acidification, which is a major problem facing the oceans today.
and it takes carbon dioxide out of the atmosphere. La minéralisation, c'est une solution qui va permettre de capter de manière massive le carbone. On parle en milliards de tonnes, on doit investir massivement dans des solutions de captation. Utiliser la biologie dans un processus naturel pour capturer du CO2 dans l'atmosphère, ça revient bien moins cher que de faire la même chose en utilisant des technologies. La marine marchande, c'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça vous semble peu? Eh bien, si la flotte mondiale était un pays, elle serait tout de même le 6e émetteur au monde. Je m'appelle Yves Parlier, j'ai 60 ans, je suis navigateur, ingénieur, innovateur, entrepreneur. Alors ce beau bateau, c'est le Sea Kite. Sur la poutre centrale qu'on a rajoutée, c'est là que va venir se fixer le système de traction du kite. Le potentiel est énorme. Une voile de kitesurf, nous on va chercher à la faire marcher de manière dynamique, c'est-à-dire de faire un mouvement au kite et d'avoir une traction qui va être beaucoup plus importante. Et c'est là que le kite a vraiment tout son intérêt. C'est pour ça qu'on cherche à créer un pilote automatique pour pouvoir de manière automatique créer une traction importante pour pouvoir tracter les bateaux. On ne peut pas imaginer que dans les prochaines années, prochaines décennies, on va stopper le trafic maritime international. Ça, c'est une des solutions qui permet de réduire les consommations d'énergie et donc les émissions de gaz à effet de serre. Avec un kite finalement d'une petite surface, parce que sur un bateau de 400 mètres de long, ça représente une bande en surface de 4 mètres de hauteur. Rien que cette petite surface, ça peut économiser près de 20% de la consommation journalière du bateau en moyenne. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission dédiée au dividende climat. Nous avons vu la partie un peu théorique. Qu'est-ce que c'est que ce dividende climat? À quoi il sert? Et comment il s'insère dans l'économie? Maintenant, je vous propose d'en parler directement avec les utilisateurs. Pour ça, on a le plaisir d'avoir été rejoint sur le plateau par Stéphanie Guiton-Chrétien, partenaire du fonds Déméter, investisseur Paris Fonds Vert et en charge de l'ESG. Bienvenue. Merci. Également avec nous, Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval et également une casquette de Business Angel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Et pour finir et compléter ce plateau, Marc Wormser, directeur général de la banque Wormser Frères. Bonjour. Avant de commencer, je me tourne vers toi, Mehdi. On a présenté le dividende climat, très bien, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de cet outil, le dividende climat? Oui, alors si ça t'embête pas, Denis, je vais d'abord te dire ce qu'on n'en fait pas. Le dividende climat n'est pas un outil de compensation. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser des dividendes climat pour réduire son bilan carbone. Donc on ne le soustrait pas au bilan carbone et on ne l'additionne pas non plus à d'éventuels crédits carbone qu'on aurait pu acheter par ailleurs. Le dividende climat, c'est tout sauf la volonté de réduire artificiellement la réalité de son impact. Donc on évite les vols Paris-New York neutres en carbone ou bien les pleins d'essence neutres en carbone. C'est pas ça du tout l'objectif. C'est vraiment très différent de ça. Ok. Et du coup, ça c'est ce qu'on n'en fait pas. Qu'est-ce qu'on en fait alors? Oui, tu fais bien de poser la question. Alors, ce qu'on en fait, c'est qu'on va l'utiliser pour montrer sa contribution à la neutralité carbone. Alors, si je suis un citoyen, c'est simplement un indicateur qui me permet de savoir, ok, j'ai participé, moi, en achetant des actions dans une entreprise qui réduit les émissions de CO2. Est-ce que j'ai bien fait de le faire? Est-ce que vraiment, ça m'a permis d'avoir des tonnes de CO2 qui ont été réduites quelque part? Grâce à ça, je le sais et je suis certain que c'est une réelle information. Si je suis une entreprise, ça va pouvoir aller plus loin parce que les entreprises, alors surtout les très grandes, ont des enjeux sur le fait de communiquer sur l'impact extra-financier. Donc elles ont une notation extra-financière qui est devenue qui devient de plus en plus importante. Quand je suis un fonds d'investissement, j'ai aussi besoin de montrer que l'impact que je prétends avoir est réel. Et donc, en fait, selon si je suis un fonds, une grande entreprise, une PME, etc., j'aurai différents endroits dans lesquels je vais pouvoir utiliser cette indication, mais à chaque fois avec le même objectif qui est de montrer que de façon certaine, j'ai contribué à la neutralité mondiale. Très bien.
Alors je pense que du coup, on y voit plus clair. Maintenant, ça reste un peu théorique encore, donc je vous propose qu'on s'adresse vraiment aux utilisateurs. Je me tourne d'abord vers vous, Stéphanie, avec le fonds Déméter. C'est une question que vous avez dans vos participations, cette question de l'impact carbone. Concrètement, quel est votre regard sur ce dividende climat? Oui, donc c'est vraiment une question importante pour nous, puisque donc Déméter est une société de gestion qui ne gère des fonds qu'orientés vers les secteurs de la transition écologique. Donc c'est vraiment notre expertise et ce qu'on vend à nos propres investisseurs. Et donc notre stratégie ESG, elle est faite sur 3 piliers. Le premier, c'est de flécher donc, les investissements vers des entreprises à impact environnemental. Le deuxième, c'est de mesurer, c'est-à-dire que nos investisseurs attendent vraiment qu'on leur dise concrètement combien de tonnes de CO2 on a permis d'éviter, combien de gains en énergie, etc. Donc ça, c'est très important pour nous de mesurer pour montrer notre impact. Et puis le troisième pilier, c'est l'alignement des intérêts. C'est vraiment de dire, pour que l'impact soit maximisé, on va faire en sorte que les intérêts soient alignés et donc que notre rémunération à la performance soit alignée avec des objectifs d'impact environnemental et donc on doit mesurer. Et le dividende climat, du coup, c'est sur cette partie mesure qui vient changer les choses? Exactement. En fait, on mesure l'impact pour l'impact environnemental pour Carbone 4, pour Paris Fonds Vert, donc avec Carbone 4, donc depuis maintenant 4 ans. Donc en fait, on fait des analyses, des due diligence d'impact environnemental avant d'investir, puis chaque année, puis à la sortie. Et donc on mesure 7 critères, dont le gain carbone et dont le gain énergie. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait, nous, depuis 4 ans pour les entreprises avec lesquelles Paris Fonds Vert, dans lesquelles Paris Fonds Vert a investi. Et donc, on met en valeur et on permet à nos entreprises de mettre en valeur les gains carbone réalisés. Maintenant, ce qu'on veut, c'est aller plus loin dans la valorisation. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que nos entreprises utilisent ces informations dans leur propre communication. Je vais vous donner l'exemple de Alterea, qui est une entreprise dans laquelle on a investi, de rénovation énergétique de bâtiments avec une garantie de performance énergétique. La société, en 2020, a permis d'éviter 3 millions de tonnes de CO2. Voilà, c'est vraiment massif. C'est clair. Et ça, c'était juste en 2020. On est en train de mettre à jour les informations avec Carbone 4 sur 2021. Mais donc, c'est vraiment l'idée de dire, si on mesure ça avec des méthodes standardisées, parce que ça, aujourd'hui, ça n'existe pas, on va pouvoir flécher plus d'investissements vers des sociétés qui contribuent à la décarbonation. Donc ça, c'est le fameux objectif de pouvoir comparer dont on parlait tout à l'heure, qui est que, chacun fait sa mesure, mais si chacun utilise des méthodologies différentes, on ne peut pas s'y retrouver. Et donc finalement, savoir quel était le meilleur investisseur ou quel était le meilleur investissement pour la planète, en fait, actuellement, ce n'est pas possible. Je pense que c'est très clair. Merci beaucoup pour ce témoignage très concret. On est sur une question d'un fonds d'investissement. On se pose aussi la question, quand on est une entreprise, concrètement, à quoi ça sert pour nous quand on est entreprise? Pour répondre à cette question, je vous propose qu'on écoute le témoignage de François Duvillard, qui est gérant de la société SIDAS, et qui nous explique comment le dividende climat vient s'inscrire dans sa stratégie, finalement, de développement de l'entreprise. SIDAS est une entreprise européenne basée à Voiron, en France. On opère dans plus de 45 pays dans le monde. On a plus de 200 collaborateurs. Et notre activité, au jour d'aujourd'hui, est de plus de 50 millions d'euros. La raison d'être de cette entreprise, c'est de contribuer au bien-être des gens de manière responsable, au travers de solutions adaptées pour leurs pieds et pour leur corps. Quand on dit responsable, on l'envisage toujours aujourd'hui au niveau environnemental et social. Au niveau environnemental, le climat est devenu une priorité. Étant donné que c'est une priorité, on a engagé un plan qui s'appelle All for One Planet, qu'on a décomposé en 4 points. D'abord, il a fallu mesurer nos émissions. Ça, c'est fait. Deuxièmement, réduire. Donc réduire, on s'est engagé sur la trajectoire 1,5 degré, ce qui équivaut à baisser 7% par an nos émissions avec une target moins 20% dans 3 ans, moins 63% dans 7 ans. Troisième point du système, on va engager avec nous nos communautés, les consommateurs, les fournisseurs, pour que tous ensemble, on baisse notre carbone. Si on le baisse seul, on est un colibri ou un petit moustique dans le monde entier. Il faut qu'on amène tout le monde avec nous. Une fois qu'on a fait 1, 2 et 3, il faut contribuer. Et là, on a 2 actions très fortes. On a créé une fondation hébergée
dont la Fondation de France, pour récolter des fonds et les engager sur l'étude carbone. Deuxième point, c'est l'engagement avec Time for the Planet. C'est une des meilleures approches que j'ai vues récemment, par son esprit entrepreneurial, de développer des solutions innovantes au travers d'investissements dans des sociétés qui vont innover à capter ce carbone. Et c'est un plaisir de participer à ce projet. Ce qu'on cherche, ce n'est pas notre neutralité, on doit dépasser ça, on doit aller plus grand et penser à une neutralité qui est mondiale, on vit tous sur une seule planète. On va investir plus d'1 million d'euros sur les 7 prochaines années pour justement aller engager des fonds pour le développement des puits de carbone. Le point qui est important aujourd'hui, c'est la mesure. La mesure à la fois des émissions et à la fois de celles qu'on aura évitées. Et le vrai changement des stratégies climatiques des dernières années, c'est non plus des engagements sur des directions, des sensations, des initiatives, c'est de mesurer. Donc le dividende climat, c'est un peu un agrégat de la réussite des stratégies climat de demain. Voilà, après ce témoignage sur le besoin d'une PME et l'intérêt dans la stratégie de développement d'entreprise, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant au monde bancaire. Je me tourne vers vous, Marc, gérant du coup de la banque Wormser Frères. Le monde bancaire, c'est un rouage essentiel dans le monde de l'économie et souvent un peu pointé du doigt, justement, pour les financements des énergies fossiles ou le type de financement. Concrètement, qu'est-ce que le dividende climat va pouvoir vous aider? Est-ce que ça va dans le bon sens pour, du coup, un partenaire bancaire? Tout à fait. Déjà, on peut peut-être reprendre quel est le métier d'une banque. Le métier d'une banque, c'est avoir des dépôts, les transformer en crédit. Et le métier d'investisseur, un peu comme Stéphanie, que beaucoup de banques ont, c'est de conseiller ou d'investir pour le compte de clients. Donc en fait, notre rôle principal, c'est de flécher des ressources vers des investissements, des financements. Okay. Donc évidemment, vu qu'on est au centre de l'économie, on est un peu le reflet de l'économie. Quand une banque va financer en effet un puits de pétrole ou autre, c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé par les clients de la banque qui se disent quand je mets 1 euro de dépôt chez moi dans telle ou telle banque, quel est l'impact réel environnemental que je vais avoir. Donc on a dans une banque, quand on fait un bilan carbone, on a parlé tout à l'heure du scope 1 et 2 et 3. Scope 1 et 2, c'est une partie qui est très très faible, puisque la quasi-totalité du bilan carbone d'une banque, c'est le scope 3, c'est les crédits qu'elle va faire, c'est les investissements qu'elle va faire pour le compte propre et pour le compte de ses clients. Donc on a un bilan carbone qui est de fait très important et donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, d'abord on va essayer de réduire ce bilan carbone en essayant de flécher les ressources vers des projets qui ont moins d'impact négatif ou bien flécher vers des projets qui ont des impacts positifs. Donc c'est là où ça peut être intéressant d'avoir le dividende. Et puis après il y a l'autre partie qui est de se dire, une fois qu'on a ce bilan carbone-là, on peut aussi essayer de contribuer globalement à la neutralité carbone par d'autres investissements. Très clair. Et ça va un petit peu plus loin, l'investissement de la banque Wormser avec le dividende climat, puisqu'il y a un travail en cours de conception d'un outil pour faciliter l'accès à ce dividende climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Tout à fait. Le principe, c'est qu'il y a certaines entreprises qui qui ont du mal à investir dans Time for the Planet ou dans des entreprises parce que c'est pas leur rôle d'être investisseur. Le rôle d'une entreprise, c'est d'avoir une activité et donc il y a un compte de résultats avec un chiffre d'affaires et les charges. Et donc l'idée, c'était de dire comment je peux faire pour avoir des dividendes climat sans être investisseur, mais en ayant cette capacité de payer de toute façon. Et donc ce qu'on a créé, c'est que en fait, c'est la banque Wormser qui va acheter les titres et on va les louer, un peu comme un leaser automobile ou autre, ce qui va permettre à l'entreprise de payer sur son compte de résultats le droit d'avoir ces titres Time for the Planet et donc de récupérer l'ensemble des dividendes climat qui vont être générés par les titres Time for the Planet. Top. Donc en fait, on innove encore un peu sur cette partie-là et ça fait écho. On parlait de l'intelligence collective pour la génération finalement et la genèse de ce dividende climat. Et ça continue du coup, on travaille en collectif pour accélérer finalement la diffusion de ce dividende climat en résumé. Exactement, la finance a toujours été très inventive, parfois pas forcément sur des idées très, très contributives, en tout cas aux défis socio-environnementaux. Et là, c'est intéressant de pouvoir mettre au profit de l'environnement des innovations financières.
J'ai une question pour vous, Marc, et aussi d'ailleurs pour Stéphanie, c'est que vous avez mentionné le fait qu'en fait vous allez investir pour le compte de tiers. Stéphanie, vous avez des investisseurs qui mettent l'argent dans le fonds d'émetteurs, après vous allez investir, donc finalement ça se rejoint. Dans quelle mesure c'est important pour ces investisseurs finaux d'avoir un retour pour la planète, donc un dividende climat, mais en tout cas de savoir quel était l'impact de leurs investissements? C'est vrai qu'on est dans un monde où c'est compliqué de s'y retrouver dans l'univers de l'investissement à impact, de l'investissement environnemental. Et on a une clientèle qui est de plus en plus professionnelle, qui est de plus en plus avertie, qui a de plus en plus d'informations et qui lutte de plus en plus contre ce qui pourrait être caractérisé comme du greenwashing. Et donc le fait d'avoir une norme qui permette de dire tel investissement, 1 euro m'a généré tant de dividendes climat, c'est quelque chose qui peut être très important pour nos clients. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, nos investisseurs recherchent ça. C'est-à-dire qu'à la fois pour eux, leurs clients, ils veulent des solutions, investir dans des entreprises qui ont un impact environnemental positif. Et puis aussi parce que la réglementation européenne et française est de plus en plus contraignante. Et donc, on nous impose, en tant qu'investisseurs, de vraiment nous engager sur des objectifs d'impact. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'article 9. Donc, tous les nouveaux fonds que nous lançons sont article 9, c'est-à-dire qu'ils ont un objectif d'impact environnemental. Et donc, il faut qu'on s'engage sur un impact chiffré. Donc, chiffré, mesuré. D'où l'intérêt d'avoir un vrai outil de mesure standardisé pour vraiment flécher tous les capitaux vers ces entreprises-là. On le voit, du coup, il y a ce côté valoriser les investisseurs, ce côté mesure qui est essentiel. Et on le sent, là, il y a un côté aussi valeur, finalement, être en phase avec les valeurs que chaque investisseur va avoir. Je me tourne vers vous, Pauline, du coup, pour conclure. Et sur cette notion de valeur, parce que c'est assez particulier, mais le groupe Duval a investi dans Time for the Planet avant même, finalement, la genèse de ce dividende climat pour matérialiser tout ça. Mais vous l'aviez senti un petit peu, c'était en phase avec les valeurs du groupe. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, un peu pourquoi cet investissement et puis qu'est-ce que ça vous inspire, ce dividende climat? Oui, alors en fait, nous, on est un groupe familial avec une forte culture entrepreneuriale. Et donc, comme on est un groupe familial, on a une vision long terme et je dirais, ça peut paraître bête, mais une vraie envie de transmettre un monde meilleur aux futures générations. Et donc, quand j'ai rencontré en 2020 les cofondateurs de Time for the Planet, j'ai d'abord été hyper séduite par le projet, parce qu'il y avait plein de mots-clés qui m'animaient. Déjà, entreprise à mission, innovation, mais après, mouvement citoyen, transmission en open source, recherche scientifique et évidemment, diminution des gaz à effet de serre. Donc j'ai décidé d'accompagner Time for the Planet et d'accompagner ce projet qui était pour moi un projet entrepreneurial. Et c'est important de dire projet parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était au tout démarrage du projet et donc c'était pas structuré. On parlait même pas de dividende climat. Mais je voyais déjà... On parlait de TRP à l'époque, du coup. Ouais, mais c'était au tout démarrage. Pour la planète. Ouais, c'était au tout démarrage même des TRP. Et pour moi, c'était quand même un certain ROI, donc retour sur investissement, pour finalement nos futures générations, même si c'était pas structuré à ce moment-là. Et évidemment, nous, on aime bien accompagner des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que nous. Et d'après moi, Time for the Planet avait vraiment toutes ces valeurs. Dans le groupe familial qu'on a, les 3 grosses valeurs qu'on peut avoir, c'est agilité, créativité, exigence. Et je pense que Time for the Planet a ces valeurs. Agilité, parce qu'il y a ce mouvement citoyen. Créativité, parce que c'était une structuration juridique qui était en plus très inédite finalement, inclusive, pragmatique, et qui permet de démultiplier du coup l'impact. Et ça continue du coup avec la réflexion sur les outils. Exactement, et c'est encore, d'ailleurs je trouve ça très créatif, j'étais bluffée, bravo pour ce leasing. Et puis enfin l'exigence pour la recherche scientifique, mais en plus de ça parce que Time for the Planet arrive à sourcer des innovations qui sont concrètes et qui peuvent vraiment avoir un impact sur le monde. Et on en parlait en amont, mais
Vous avez aussi la casquette un peu de business angel et il y a un aspect de participer dès le départ pour aider à structurer. Est-ce que c'est un peu ça incarne un peu la structuration du coup du mouvement Time for the Planet? Oui, voilà, en fait c'est notre culture entrepreneuriale. Nous on aime bien accompagner les dirigeants des startups dès le démarrage finalement de leur entreprise pour les aider à se développer et à se structurer. Donc j'avoue que nous on est arrivé à ce moment-là où beaucoup d'investisseurs n'osent pas encore investir quand c'est pas structuré. Donc quand il n'y avait pas en plus tous ces retours sur investissement qui peuvent se créer petit à petit. Et donc c'était notre savoir-faire de pouvoir être là au moment où c'est le plus dur. Et pourtant l'amorçage c'est finalement une étape clé de l'entreprise parce que c'est à ce moment-là en plus que c'est difficile d'avoir des investissements ou des financements. Mais voilà, on a su être réactifs à ce moment-là. Je pense que ça a été vraiment un soutien essentiel, en effet, pour Time for the Planet. Je vous remercie tous pour ces témoignages éclairants, pour venir concrétiser un petit peu toute la théorie ou ce qu'on peut vendre. Nous, Time for the Planet, ça va servir à ça, mais là, voilà, concrètement, les acteurs et leur point de vue, on a pu échanger dessus directement. On vient de faire un petit rappel du passé, on parle du présent avec le dividende climat. Mehdi, pour conclure, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'avenir. C'est quoi les prochaines étapes pour ce dividende climat ? Oui, effectivement, là, l'objectif aujourd'hui, c'était pas tant de parler de Time for the Planet, mais vraiment du dividende climat, parce que l'objectif, c'est que ça sorte complètement de Time for the Planet, qui pour l'instant le porte tout simplement parce que c'est nous qui l'avons même enregistré au niveau de sa marque, tout simplement. Mais ça doit très largement déplacer Time for the Planet, parce qu'en fait, ça peut être utile pour tout le monde, donc open source. Donc la prochaine étape, c'est justement de faire sortir le dividende climat de Time for the Planet avec une structure. Alors je ne sais pas si ce sera un fonds de dotation, si ce sera une fondation, c'est encore en réflexion, mais l'objectif aujourd'hui c'est aussi de vous dire à toutes et tous, venez, parce qu'en fait ça va être comme Time, tout le monde peut participer, vraiment absolument tout le monde peut participer à cette nouvelle aventure qui va avoir sa propre gouvernance, sa propre structuration pour pouvoir grandir, parce que si vraiment on va au bout du pari, qui est que ça va devenir un enjeu de pouvoir montrer sa contribution à la neutralité mondiale et que c'est comme ça qu'on créera de la rentabilité, alors à ce moment-là, on fait un changement dans la façon dont les investissements sont fléchés dans le monde qui nous donne une chance de pouvoir suivre la courbe que le GIEC nous demande de suivre. Tu dis dans le monde, on l'a vu, nos acteurs aujourd'hui, c'est quand même assez franco-français. Est-ce qu'il y a une petite volonté de s'ouvrir à l'international? Non, pas une petite, une grande volonté. Tout simplement parce que, oui, on a commencé... quand vous voulez monter un grand projet, il faut toujours aller d'abord parler à votre voisine et votre voisin juste à côté. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a eu vraiment parmi les meilleurs experts carbone français. Mais c'est maintenant le cas aussi au niveau mondial. J'en dis pas plus parce que ce sera tout l'objet de la conférence de lancement de cette nouvelle structure qui aura lieu à Change Now, plus grand événement du monde pour le climat, le 20 mai. Donc si vous entrez sur Change Now, venez nous voir à ce moment-là, ce sera le vendredi. Et on a hâte de pouvoir vous présenter ce qui se passe dans le sujet dividende climat, mais au niveau international. Et on va conclure là-dessus. On vous donne rendez-vous à Change Now pour en savoir plus sur la suite du dividende climat. Merci à toutes et à tous.